Bonjour à toutes et à tous. On clôture ce cycle de conférences sur la sérendipité Focus avec Marilène et Serge. Le thème suivant, c'est survivre dans le monde de l'inattendu. Donc on a essayé de prendre les deux plus gros cerveaux pour vraiment aller au-delà de ce que l'on peut penser de la sérendipité, d'un point de vue de la science. Donc je vais faire d'un point de vue de la science et d'un point de vue de l'industrie. C'est un peu les cases, mais vous allez voir, en fait, on ne va pas pouvoir trop les classer, mes deux hôtes aujourd'hui. Donc quelques présentations rapides. Vous me dites si j'oublie quelques détails. Donc à ma droite, Marilène Delbourg-Delfis, donc normalienne, 4 boîtes. Ça fait 40 ans que tu es dans la Silicon Valley. Tu es un peu la légende vivante. On est ravis de t'accueillir ici. À l'IHI Valley. Pas une légende morte au moins. Tu es stratège en innovation. Ton dernier ouvrage, c'est Beyond Eureka, The Rocky Roads to Innovating. Donc je vous conseille la lecture. Il y a pas mal d'objets, de débats que l'on va reprendre de ton livre aujourd'hui. Tu es docteur en philo. Alors je compte même plus les exits que tu as fait dans la vallée. Et tu as été reconnu, c'est ça qui me paraît important, on reviendra là-dessus, par Guy Kawasaki, donc on reviendra qui est ce monsieur, par ton esprit avant-gardiste, et pour ça tu as reçu en particulier donc, la Légion d'honneur en 2018 pour tes travaux et pour ton interdisciplinarité. On reviendra là-dessus. Donc merci Marilène d'être là avec nous. Merci à toi. Et Serge Gratton, donc, directeur scientifique d'Anity. Depuis 2018, tu es à l'Institut. Donc c'est un institut interdisciplinaire, et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher dans cette conférence-là, c'est de savoir, avec cette interdisciplinarité, comment on peut créer la sérendipité. On va voir venir. Donc c'est une institution qui était née du rapport Cédric Villani, au fait, donc médaille Fields. Tu es prof à l'INP, à l'ENSAIT, et tu développes avec tes équipes des IA pour prédire l'imprévu. Donc on va parler de théorie du chaos, peut-être, si tu veux en parler, on reviendra. Dans les domaines comme la météorologie, la géoscience. En gros, tu essaies de modéliser l'effet papillon. C'est ce que j'ai noté dans un short YouTube que j'ai vu de toi. Tu as un avis assez tranché de ce que devrait être l'interdisciplinarité en sciences. Et je pense que s'il y a des personnes dans le monde académique et des institutions ici qui peuvent nous écouter avec des grandes oreilles, ce serait très chouette qu'on puisse parler de ce sujet-là, tranquillement, mais avec les bons termes. Donc si ça vous va pour les présentations, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Moi, je voudrais ajouter une chose. Je découvre Toulouse et j'étais ravie de découvrir Drakkar. Donc, je conseille à tout le monde d'y aller, d'acheter des t-shirts. Parce que moi, j'ai acheté un t-shirt. Si chacun en achète 2, ça fait 5 000 € dans les caisses. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est absolument fabuleux. Donc, c'est de l'archéo-innovation pour moi. Ben merci d'avoir participé à cette découverte. Donc Learning Expedition à Toulouse. Si vous voulez venir voir des Drakkar à Toulouse, voilà, on se revoit après. Très très beau, quoi. Ouais. Merci pour ce moment de pub. Alors, si ça vous va, sur la manière dont on va approcher cette interview croisée, on va commencer par la science, puis reboucler par l'industrie, et ainsi de suite. Donc la question c'est, aujourd'hui, donc tu es, Serge, je commence par toi, tu es donc directeur des scientifiques à Anity, donc, qui porte le nom d'interdisciplinarité. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut comment on fait de l'interdisciplinarité en sciences ? Comment on va chercher cette sérendipité ? Est-ce que tu peux nous exposer ton modus operandi avec tes équipes ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est là ? Comment on va chercher cette fameuse sérendipité, s'il te plaît ? Alors déjà, je pense qu'on devrait passer un petit peu de temps à définir la sérendipité en sciences, mais peut-être que ça viendra un petit peu plus tard dans la discussion, parce que on peut être dans un domaine et du point de vue du commun des mortels, on a l'impression de suivre une trajectoire, par exemple mathématique, et à l'intérieur d'une telle trajectoire, il peut y avoir des bifurcations très très importantes et qui seront perceptibles que pour les gens du domaine. Et ça peut être
une sérendipité extrêmement agressive pour ceux qui la vivent, mais à peine perceptible pour les gens de l'extérieur. Donc ça, c'est le point de vue du spécialiste. Et après, il y a bien sûr des exemples de sérendipité en sciences qui sont très connus et je pense qui ont été évoqués aujourd'hui et qui, eux, sont visibles de tous. Et donc la sérendipité, c'est effectivement quelque chose qui peut se nicher dans des vies scientifiques, être très visible ou pas, et c'est un des modes de production du savoir. On n'est pas obligé de vouloir faire de la sérendipité tout le temps pour produire du savoir. La sérendipité produit un savoir intéressant parce que de son côté inattendu, il est typiquement au début de nouvelles sciences. Donc, par exemple, la théorie du chaos, qui provient des travaux de Poincaré, eh bien, c'est une sérendipité qui provient qui a permis de faire émerger une nouvelle science. La théorie des graphes qu'on attribue aussi suite au problème des ponts de Königsberg. Et donc, je voulais dire que la sérendipité, a besoin aussi d'avoir des fois une loupe pour être visible, mais des fois elle est extrêmement évidente. Et comme tu le disais, on recherche ça comme un des moteurs de création de sciences à fort impact. Et c'est souvent dans les programmes, eh bien, on recherche les mots qu'on accole, c'est risque et fort impact. Et c'est là qu'on cherche la sérendipité. Et donc, c'est risque et fort impact. Et donc, ta question, c'est comment est-ce que on arrive à instaurer les conditions de la sérendipité? Eh bien, faut pas que le risque il soit trop douloureux pour la personne qui vit ce risque. Le chercheur renommé, senior, eh bien, il va être beaucoup plus enclin à aller chercher des voies latérales parce que sa carrière est faite, il embrasse déjà beaucoup de choses. Il a aussi la capacité peut-être de voir quels sont les ponts qu'on arrive à jeter et qui sont productifs. Donc pour les seniors, et souvent quand on observe les trajectoires des gens, on a souvent des transitions maths vers philo, par exemple, ou ce type de transition peut arriver bien. Sur les jeunes, c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a cette notion de risque, et donc ce qu'on essaye de faire, c'est les jeunes, quand on parle de recherche, sont essentiellement les doctorants, les étudiants en thèse. Et donc, on est souvent pris entre dans un étau, c'est que à la fois, on a envie de leur faire accéder à ces jolies découvertes qui peuvent être très fondatrices. On a envie qu'ils vivent ça. Mais d'un autre côté, c'est super risqué. Ils n'ont que 3 ans pour faire leur thèse. Et donc, on ne peut pas les lâcher comme ça et leur dire va voir un biologiste, va voir un chimiste. Et il va y avoir quelque chose qui va sortir de cela. Et donc, les conditions qu'on essaye de faire, c'est à mettre en place, ce sont des rapprochements entre scientifiques qui sont des domaines différents, mais en gardant toujours un ancrage fort dans une discipline. On y reviendra sans doute un peu plus tard, mais l'échec qui pourtant est présent dans beaucoup de sciences, eh bien, on ne peut pas toujours se le permettre. On y revient là-dessus. Est-ce que, Marilène, tu peux nous donner, pareil, ta vision de la sérendipité dans l'entrepreneuriat, de ces 40 années passées dans la vallée? Comment ça se décline? C'est quoi le modus operandi de la sérendipité dans l'entrepreneuriat tech? La sérendipité, c'est la capacité à trouver quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est d'abord la capacité à accepter l'incertitude. Et dans l'incertitude, à continuer à regarder tout ce qui se passe autour de soi. Et d'acquérir le maximum de savoir et de préférences pluridisciplinaires. Et dans ce cas-là, finalement, on développe, je dirais, l'œil. On développe du flair. Et à un moment donné, on dit, tiens, c'est là que je dois m'orienter. Donc, c'est l'art d'être optimiste lorsque on en prend plein la figure. C'est l'art d'être optimiste quand on ne sait pas. Ça, c'est ce que tu cultives depuis des années et ce que tu as monté dans toutes tes boîtes. Et puis, donc, tu accompagnes d'autres entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets d'histoires entrepreneuriales sur lesquelles on peut mettre des images sur tes mots-là? En fait, je veux partir avec ma première
ma première boîte, que j'avais d'abord commencé en France, et puis au bout d'un an, je me suis installé effectivement dans la Silicon Valley. Donc j'ai fait la première base de données relationnelles graphiques sur le desktop, donc ça date, 40 ans. Ouais. C'est les années 80, donc première femme française de Silicon Valley. C'est ça, ouais. Et donc j'étais partie de mes propres travaux de recherche sur l'histoire de la parfumerie. Et je listais le nombre de parfums créés en France. C'était une demande de Saint-Gobain et Jonquière, qui était le premier flaconnier de l'époque, peut-être toujours, je ne sais pas. Et je voyais la redondance d'informations. Donc c'est ça qui m'a donné déjà l'idée de base de données relationnelle. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai vu plein d'informations et je voyais des informations redondantes très naturellement. Donc j'aurais pu dire non. Et en fait, j'ai cherché et j'ai découvert que la notion de base de données relationnelle existait. Et après, j'ai généralisé le principe et je pensais m'adresser à des gens comme moi ou à des gens individuels. Et j'ai découvert que, en fait, les gens qui me posaient les bonnes questions, c'était des entreprises. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Je ne venais pas du tout de ce monde-là. Et donc, j'ai commencé à leur poser plein de questions. Donc, en fait, j'ai créé la Serendipity. D'ailleurs, c'est une question pour vous deux, donc je vous laisse réagir le premier qui prend la parole sur ça, et puis le deuxième pourra continuer. C'est le sujet de dire, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat Silicon Valley, où donc on va prendre l'exemple de Zero to One, Peter Thiel, etc. Enfin, en gros, on a pléthore de bouquins sur l'entrepreneuriat et de méthodes, etc. Ok. Dans la recherche, la même chose. On a des frameworks, impact, risque. Donc du coup, on essaie de borner, c'est de mettre des cadres à justement ce petit truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est propice? Est-ce que ça permet de cadrer? C'est pour quel type de profil? Pour l'entrepreneuriat, non. Il y a des quantités de bouquins. Je pense qu'ils ne servent à rien du tout. Finalement, ce qui importe quand on crée une boîte, c'est savoir gagner de l'argent, savoir de la comptabilité et de la finance. Le reste, c'est du pipeau, quoi. Faire un pitch en 1 minute, un deck en 10 slides, finalement, on peut apprendre tout ça, je dirais, en 1 semaine, quoi. Donc, ce qui est beaucoup moins développé, c'est comment faire quand on est dans la mouise, quand on ne sait pas où aller, quand on a peur, quand on est angoissé. C'est pour ça que je fais un livre sur l'innovation, c'est-à-dire que c'est l'art de vivre avec l'incertitude. Mais les livres sur comment créer sa start-up, bon, d'abord, je ne les ai pas lus quand je crée mes boîtes. Et je les conseille rarement aux entrepreneurs que j'aide, quoi. Je donne un crash course, en général, de finance. Et c'est des choses faciles à apprendre. C'est-à-dire que quand on est prêt à créer une boîte, on est prêt à apprendre beaucoup de choses en un temps record. Oui. Donc les frameworks, c'est très relatif. Ouais, entendu sur ta position. Tu vois, ça peut faire émerger des choses, mais finalement, c'est se brider, juste avoir le b.a.-ba de la finance, c'est ça que je retiens. Oui, c'est le b.a.-ba. Et après, comment on engage les gens, etc. Mais on n'apprend pas ça dans les livres. Ok. On apprend ça vraiment sur le tas. La réalité, c'est que tout ce qu'on apprend quand on est entrepreneur, c'est dans des situations très concrètes, très contextualisées. Et essayer d'appliquer des formules, c'est quand même le meilleur moyen de se casser la figure, quoi. Parce que ça ne correspond jamais à ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire. Yes. C'est ça mon expérience. J'ai aidé une 50aine d'entreprises quand même. On va revenir dessus, on va creuser sur ces expériences-là dans quelques instants. Serge, du coup, voilà, on parle même question, c'est le même sujet. Donc en plus, dans la recherche, on a tous ces grands européens qui nous disent bon, mais il faut avoir atteint ce niveau-là, ce niveau de risque-là. Bon, en quoi ça te permet de gérer de créer cette sérendipité? Est-ce que c'est fertile ou pas du tout? Comment tu t'en émancipes si ça l'est pas du tout? Donc,
Alors, je trouve que ces mécanismes sont malheureusement assez peu profitables pour la recherche. On a alors, ces carcans, c'est un petit peu des codes qui font que si on ne les a pas, eh bien, ça va être un moyen assez rapide de nous rejeter. Pendant longtemps, je travaillais avec des collègues qui me disaient moi, je parlais pas assez bien anglais. Mes papiers, ils passaient pas dans les revues parce que je parlais pas anglais. Lorsqu'on fait, donc on écrit en anglais et quand on cherche à rejeter parce que la question actuelle, c'est bien sûr une raréfaction des moyens de financement. Donc on est dans une recherche qui est très très compétitive et puisqu'on se partage un gâteau à peu et elle est devenue un petit peu comme du triple saut, c'est-à-dire que à quoi ça sert? Bon, c'est joli, un certain nombre d'exercices sont très jolis, mais c'est rien que des exercices. Et un grand nombre de fois, l'idée scientifique eh bien, n'arrive pas à émerger. On a des exemples assez fréquents de bonnes idées, d'algorithmes, où les collègues me disent, mais moi, ça fait 10 ans que j'essayais de publier ceci, mais ça passait pas, parce que c'était trop novateur, ou alors on n'était pas pile poil parce qu'on est beaucoup en silo aussi, en recherche, dans des journaux. Si on commence à faire de l'interdisciplinaire, il n'y a pas nécessairement le journal qui permet de faire ceci. Donc moi je vis surtout, je fais ce que j'observe, mais on vit avec et on doit permettre à nos activités de se déployer, mais je vois un certain nombre de contraintes qui font que on peut avoir du mal à faire émerger nos idées. Et par exemple, tu citais un des travaux que j'avais fait justement sur les systèmes chaotiques. Eh bien, ces travaux maintenant donnent lieu à des projets, mais ça fait 5 ans. Et pendant ce temps-là, mon postdoc a dû partir ailleurs parce que on avait du mal à faire sortir ses idées. Et donc, je trouve qu'il y a un conformisme qui est extrêmement présent dans les communautés parce que simplement on est dans la masse. Et si je vous disais comment est-ce qu'on choisit les meilleurs papiers des conférences intelligence artificielle NeurIPS qui croulent sous les papiers. Mais on a des revues, donc on soumet, on a des revues, et beaucoup de revues sont rédigées par l'intelligence artificielle. Et donc on a peu de moyens, une masse de personnes qui soumettent, et on a besoin de stéréotypes pour traiter une quantité d'informations, alors que le souci, ça devrait être plutôt, mais où sont les bonnes idées et comment je les fais sortir, pardon. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que le monde déteste l'innovation d'une manière générale. Il faut se dire que pour 100 boîtes qui se créent, il y en a 3 ou 4 qui réussissent. Parce que quand une idée de boîte est trop originale, elle n'entre pas dans les mœurs. Donc les gens ne sont pas prêts à la recevoir. C'est-à-dire que on attend des boîtes nouvelles qu'elles correspondent à d'anciens codes. Et c'est pour ça que l'innovation est très difficile. L'innovation, ça ne consiste pas à créer des choses nouvelles. L'innovation, ça consiste à créer les conditions pour que les gens achètent. Là, il faut le distinguer de l'invention. Et acheter même en sciences. Mais, il y a exactement. le même mécanisme. Et donc, c'est acheter avec de l'argent ou acheter avec de l'attention. Et ça a toujours été vrai. C'est vraiment l'histoire de l'innovation, c'est comment est-ce qu'on commercialise quelque chose. C'est d'abord ça, l'innovation. Et comment est-ce qu'on commercialise quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas, et donc des choses que les gens ne veulent pas nécessairement. Donc il faut s'accrocher à des choses que les gens connaissent. Et c'est quelquefois un challenge. Par exemple, quand Steve Jobs a lancé l'iPhone, il a présenté tous les produits, tous les PDAs qu'il y avait eu avant. Et donc, ça lui a donné un marchepied. Donc, ça a créé une familiarité avec un objet que les gens avaient depuis une dizaine d'années. Et donc, les gens se sont dit, ah oui, l'iPhone fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais son point d'accroche, ce n'était pas « on fait la révolution ». C'est « voici dans votre main des choses que vous avez utilisées depuis 10 ans ». Et les bonnes innovations, c'est en fait
des choses que les gens implicitement utilisent et on leur simplifie la vie à un moment donné. Alors c'est vrai dans la recherche, mais ça a toujours été vrai. Les papiers sur l'algèbre de Leibniz, il a fallu qu'ils se défendent avec tous les autres mathématiciens, parce que c'est une nouveau. C'est vrai dans la science comme la technologie, c'est un produit commercial, qu'on le veuille ou pas. Il y a derrière ce... Merci. On va pouvoir continuer sur ce sujet de... Non, où est-ce que ça émerge donc on va parler de Toulouse comme place de l'IA, mais aussi, évidemment, on peut passer à côté de ça, la Californie. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. On va essayer d'en parler, on va voir si ça marche. C'est toi qui vas nous dire, hein. Moi je sais pas si... D'accord. Moi c'est pas moi le patron ici. Est-ce que tu pourrais revenir sur les 150 ans d'innovation ok, rapidement. Pourquoi est-ce qu'en Californie, pourquoi on n'arrive pas à recréer une Californie ici avec de la science, de la tech, de l'industrie? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça à Toulouse? En fait, ce que je découvre de ce que vous faites ici, c'est totalement remarquable. La Silicon Valley, c'est autre chose. La Silicon Valley, Luc tout à l'heure parlait de la ruée vers l'or. C'est pas tout à fait l'origine de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est les tubes cathodiques et les commandes de l'armée américaine au début du XXe siècle. Et c'est les travaux de recherche de Lee Forest qui ne trouvaient pas de job sur la côte Est, qui se trouvaient aller sur la côte Ouest, parce que le fondateur de Federal Telegraph était financé par Stanford et très vite par l'US Army. Donc, la Silicon Valley est née grâce à l'armée, et ça on l'oublie toujours. Et à partir de cette société totalement nouvelle, première société technologique réelle, il y a eu plein de gens qui ont après créé des boîtes et qui ont créé tout l'écosystème qui a donné Stanford Park. Donc il y a des généalogies de savoir et on peut connecter pratiquement tous les gens à la Federal Telegraph. Donc en Europe, on n'a pas totalement cette histoire, mais on a quand même le même principe, on a des networks, des réseaux. Donc l'histoire de la Silicon Valley, c'est l'histoire de réseaux. Et donc quand on commence dans la Silicon Valley, on ne faut pas débarquer en disant « Coucou, regardez comme je suis beau, j'ai le truc qui va révolutionner la planète ». Il faut en fait s'insérer dans des réseaux de savoir. C'est très codé, c'est un petit peu comme dans l'université d'ailleurs, hein. C'est le même principe. Donc en France, il y a ces réseaux de savoir, mais ils sont simplement plus petits. Donc il y a moins de tourbillons d'idées en quelque sorte. Mais ils existent. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que l'Europe n'existe pas. Parce que si on fait la somme de tout ce qui existe en Europe, déjà, il y a plus de papiers sur l'IA qu'aux États-Unis. Les seuls qui nous battent, c'est les Chinois. Mais le nombre de papiers extraordinaires faits en Europe, s'il y avait un gouvernement européen, mais je suis désolé, mais on serait vachement bien, quoi. Tout irait bien. Et d'ailleurs, avec un énorme marché en plus. Et d'ailleurs, même les chercheurs qui sont aux États-Unis et qui produisent beaucoup de sciences en IA sont souvent des chercheurs français. Oui, Yann Lequin, il y a Ben Guillot, ou bien canadien, enfin, ou bien anglais. La réalité de l'IA, c'est beaucoup d'étrangers. Du coup, est-ce que... Commencer par Turing. Oui. Il y a pas mal de noms et donc, qui viennent ponctuer, créer cette généalogie-là dont on parle. Est-ce que c'est possible, c'est une question Serge, est-ce que c'est possible de créer, d'initier, est-ce que tu as initié une généalogie, est-ce que c'est possible de créer un début de quelque chose à partir de fonds, donc nous c'est plutôt des fonds publics, Anity c'est le résultat du grand plan, grand emprunt de Sarkozy, quoi, je crois que c'est ça le début. Est-ce que c'est possible d'initier une lignée, c'est un peu ça le terme, à Toulouse, est-ce qu'on arrive à la faire? Toi, c'est quoi ton bilan depuis 2018 2025, est-ce que c'est possible de créer ça à Toulouse en tant que directeur scientifique? Est-ce que tu vois ça émerger? Alors, je vois effectivement, on
on a parlé d'interdisciplinarité et je vois effectivement arriver des choses qu'on ne pensait pas possibles précédemment. C'est-à-dire, je vois des projets donc, qui exploitent les structures du cerveau, donc des théories qui sont des théories de psychanalyse, Global Workspace, qui sont développées au CERCO, mais qui ont besoin de mathématiciens pour pouvoir être bien mis en œuvre parce que ce sont des challenges algorithmiques importants qui peuvent permettre justement comme notre cerveau de traiter de la vision, de diverses perceptions et de la robotique. Et ça, c'est des choses qu'on pouvait difficilement faire précédemment parce que justement la vie des labos était suffisamment riche et il n'y avait pas cette injonction à travailler ensemble. Alors c'est une injonction au début, puisque on a dû créer cette interdisciplinarité d'une manière un peu forcée, parce qu'elle n'existait pas. Et elle colle bien, cette interdisciplinarité. Et justement, il y a eu des aventures humaines qui sont nées donc, entre ces chercheurs, qui sont tous des chercheurs à haut profil scientifique, et qui justement perdurent, et avec des succès qui sont des prix internationaux, de jeunes collègues de cette lignée qui sont embauchés dans des postes compétitifs au CNRS. Donc il y a effectivement des choses qui sont apparues grâce à l'IT qui n'existaient pas avant. Et il y avait aussi une nécessité pour Toulouse, qui est vraiment la terre de l'aéronautique, de l'espace, de la météorologie, des géosciences. S'il y avait des choses à faire en IA quelque part, ça devait être ici. Et donc il y a aussi un terreau où on a besoin pour se lancer dans ces aventures. Je crois qu'on a besoin d'une espèce, où c'est utile d'avoir une espèce de label, une espèce de quitus. Oui, tu peux y aller. Et c'est ce qu'ont par exemple les chercheurs quand ils font des résidences, un peu comme les artistes. Les artistes vont créer quelque part et ils sont là pour ça. Mais les chercheurs, lorsqu'ils vont dans certains endroits prestigieux, ils font des visites. Et Anity, c'est un de ces endroits où ils peuvent être tous ensemble et ils sont là pour créer ensemble. Et on ne les questionne plus sur mais est-ce que ça va être publiable dans tel ou tel journal? Quel est on arrive à s'affranchir de ces contraintes du système dans un endroit protégé qui permet justement de faire émerger ceci. Mais c'est quelque chose qui est coûteux parce qu'il faut obtenir ces labels pour pouvoir le faire. Je pense que c'est important et c'est quelque chose que vous avez aux États-Unis, je pense, vu de loin, mais qui doit être mis en place et c'est toujours ces questions de marque. Il faut avoir cette marque qui nous permet d'y arriver. Oui, on l'a aux États-Unis, mais je pense que sur la base de ce que je vois de l'Europe, ça existe en Europe aussi. Ça existe aussi. Oui. C'est simplement, comme chaque pays est indépendant, il y a un problème d'échelle et de quantité, quoi. C'est-à-dire que l'innovation, c'est une question de nombre. Quand on regarde l'histoire de la Chine, à partir des années 80, ils ont fait en 45 ans, 40 ans, plus que n'importe quel pays dans le monde. Mais c'était systématique, grand nombre. Ils produisent plus de PhD et c'est, contrairement à ce que les gens imaginent, c'est pas de la copie de ce qu'on fait à l'Ouest. Hein. Il fait beaucoup de choses. C'est une question de réseau, de nombre. Et effectivement, alors pour revenir à ce que tu disais sur l'interdisciplinarité, l'IA est l'occasion pour les gens de comprendre que l'interdisciplinarité est la clé du succès. Parce que pour faire de l'IA, il faut des maths, de la linguistique, de neuroscience et plein d'autres choses. Donc c'est la première technologie totalement interdisciplinaire depuis longtemps. Et je pense que ça va rentrer dans les mœurs de façon très utile. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec ça. Oui. Je sais pas, je regardais les world models qu'est en train de faire Yann Lequin. Bon, on parlait de géométrie combinatoriale, bah oui, d'un seul coup, ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais. Et avec aussi des collections importantes entre droit
et Exact- technique, En plus, ouais. et l'acceptabilité sociale, et Bien sûr. la psychologie, ça couple. Ah oui, à on long- a tout, on a tout. Ouais. Et la défense de l'ancien, effectivement, les copyrights. D'un seul coup, l'IA cristallise plein de domaines hétérogènes. Et on ne peut pas faire de l'IA sans cette espèce de culture, je dirais, multidimensionnelle. Donc, ça veut dire que pour survivre dans le monde de l'inattendu, donc faire de la sérendipité, on va dans un monde où il faudrait plutôt cultiver le fait qu'on soit généraliste Oui. plutôt que spécialiste. Donc, ça veut dire Non, mais c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, des bons généralistes rentrent dans le détail, quoi. En fait, le point clé que tu as mentionné, c'est bon généraliste. Oui. Et tout est dans le bon. Ouais. Et effectivement, j'ai déjà eu aussi des étudiants qui étaient extrêmement créatifs, débridés, un petit peu foufou. Et finalement, ça donne pas nécessairement quelque chose non Ouais. plus. Parce qu'en fait, et je le vois aussi avec des entrepreneurs, donc ils ont des idées, et donc après, moi je leur dis, bon alors tu vas lire ce livre de maths par exemple. Et donc j'ai été obligé d'apprendre. Parce que l'imagination débridée, c'est effectivement, non mais c'est pas ça, mais l'imagination débridée, c'est la capacité presque intuitive à regrouper des domaines. Et ce qui se passe, c'est qu'ils disent, oh là là, j'ai l'idée de génie, mais ils sont incultes. Donc, ce qui est important, c'est de leur dire, tu lis ce livre de maths, tu lis ce livre de ci ou de ça. de compta, on a parlé, de finance, Oui, oui. d'entrepreneuriat. Et au bout du compte, c'est toujours développer son agilité mentale. Parce qu'il faut de l'agilité mentale pour être imaginatif et être créatif, mais il faut encore plus d'agilité mentale pour continuer à apprendre. Donc, ça veut dire bosser 7 jours sur 7. Ça, c'est un point que tu mentionnes, mais tu dis qu'en France, on bosse pas assez, quoi. Ben, les entrepreneurs en général bossent beaucoup, j'imagine en France aussi, il ne faut pas rigoler quand même. Hein. Mais il y avait quand même une boîte qu'on m'avait proposée il y a une dizaine d'années. C'était une boîte française et donc j'interviewe les gars, parce que c'était des mecs. Hein. Ils avaient tous autour de 30 ans. Et donc je dis, bon, on va discuter de votre projet dimanche matin. Réponse, ah ben c'est le week-end. J'ai refusé de m'occuper d'eux. Parce que si on a besoin de son week-end, on ne peut pas être créatif, quoi. Et on peut pas dire d'un seul coup mon esprit s'arrête, je bulle, quoi. Il vaut mieux, je sais pas moi, ouvrir une pizza. Faire des dracars. Bah non, vous bossez tout le week-end, vous. Voilà. Non. Quand on veut faire des choses, il faut savoir que on doit être disponible mentalement 7 jours sur 7. Et pas voir la petite boîte qu'on crée comme une boîte de lifestyle. Sinon, je sais pas, on devient cordonnier avec des heures d'ouverture, quoi. Parce que c'est un bon métier, on en manque. Ou bien on est plombier et on se fait payer triple si on travaille le week-end. Ce sont des bons métiers. Mais un entrepreneur qui a une semaine de 5 jours, ben no way. Parce que j'imagine que la plupart du temps, vous êtes tous entrepreneurs là, vous bossez, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Serge, tu as ce même regard Oui, critique, oui. mais là, c'est sur une autre population. Mais qui est, oui, je ne sais pas si c'est politiquement correct de. On y va, Faut bosser plus, quoi. on y va. Ouais. On se lâche. Oui, je vois Pierre-Alex J'étais aussi au trop premier rang violente, Oui, voilà, c'est les. En fait, on a eu la chance dans notre équipe d'accueillir donc un chercheur chinois qui a fait sa thèse justement avec Yann Lequin et une chercheuse slovaque qui, elle, vient de l'université de Brown aux US. D'accord. Et donc, ce qu'elle m'a dit, donc au bout de quelques mois, moi, je pensais qu'elle allait me dire c'est super la France, Toulouse surtout, la vie culturelle et tout ça. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'on était paresseux. En fait, et c'est ça. On se promène. Alors, on se promène dans les labos le week-end, on se promène dans les labos le soir. Après 20h, il n'y a plus personne. Et c'était pas nécessairement le cas avant. Et il faut savoir que c'est pas partout comme ça. Et c'est un système qui est un petit peu dangereux lorsqu'on professionnalise un petit peu trop
dans le mauvais sens du terme, certaines activités qui sont des activités de passion. Et lorsqu'on fait une recherche sur des moyens lourds, des moyens informatiques ou des moyens robotiques, eh bien, on ne peut pas facilement emporter son problème à la maison et continuer à y travailler. Et je pense que c'est un point important. Là, on est en train de parler de découverte, et derrière découverte, il y a passion. Et là où il y a passion, eh bien, il n'y a pas toujours un contrôle des heures de travail et des choses comme ça. Donc il y a cette fibre-là. Il faut être obsédé, en fait. Ouais. Obsédé, obsessionnel. Absolument. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et dès qu'on n'est plus obsessionnel, il vaut mieux quitter sa boîte, quoi. Ça veut dire qu'on s'ennuie. Du coup, on a perdu un peu cette idée romantique, on va dire, de dire qu'une découverte, une belle découverte scientifique ou entrepreneuriale, ben voilà, ça demande le doctorant qui se balade à 23h, qui se fait filmer par l'université de Toulouse, j'en sais rien, enfin on n'en voit plus du coup, on a perdu ce romanticisme-là, quelque part, qu'est-ce qui manque de coup? Ok, du travail. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est quand même pas romantique. Hein. C'est quand même les mains dans le cambouis toute la journée. Je sais pas. Mais c'est-à-dire que le romantisme sur la science et l'entrepreneuriat d'une manière générale, c'est pour les gens qui n'ont pas créé de boîte, je crois. Hein. Ouais. Non, enfin, je sais pas. Je suis d'accord. C'est, En fait, on a les effets de massification. C'est-à-dire lorsqu'on veut avoir une grande quantité de personnes qui accèdent à un certain niveau, qui était avant réservé à des personnes super passionnées, qui passaient leur vie à faire ça, et lorsque ce degré-là devient accessible à une grande majorité, assez souvent, je pense qu'on est en train en même temps de niveler... par le bas, c'est ça que tu dis, ouais. C'est ça. Oui, quand les gens ont l'impression de savoir, et puis restent avec l'impression de savoir, et ils ont un palier mental à 30 ans, quoi. Grosso modo, c'est arrivé. Mais ça a toujours été vrai. Maintenant, on le voit plus parce qu'il y a plus de gens. Voilà, c'est ça, c'est l'effet de masse. Mais bon, quand tu es un Chinois à Shanghai, tu as 30 ans, tu bosses encore plus qu'à 20 ans, et à 40, tu bosseras encore plus qu'à 30. Et à 50, tu es tellement crevé que tu te dis, bon, je vais enseigner aux autres, quoi. En fait, on est en train de prendre le boulot, là. Hein. Oui, c'est Alors, on est dans le genre encourageant, quoi. Non, mais on y va. Il nous reste une dizaine de minutes. Non, dernière question. Et après, on prend les questions du public. Ça te va, Stéphanie? Allez. De tout ce qu'on est en train de se dire, alors je vais essayer de résumer les 4 questions en une. Alors, du coup, je vais en choisir une, en fait, en vérité. Ouais. C'est quoi les implications sur notre souveraineté de ce que vous dites? Donc la souveraineté, je reprends la définition que j'ai employée tout à l'heure, c'est la capacité de négociation, en fait. Quand on est à la table, la souveraineté, c'est pouvoir décider de notre destin. Et donc, quand on voit que pour 2022, c'est 73 milliards d'investissements en R&D pour Amazon et c'est 4 milliards pour le CNRS, on se dit peut-être qu'on met peut-être pas le travail ou l'argent en quantité. Et du coup, c'est en termes sur vos opinions personnelles, comment est-ce qu'on peut rétablir, comment est-ce que nous, on pourrait penser aujourd'hui à Toulouse cette question de souveraineté par rapport à vos deux expériences respectives? Déjà, si je pense à la France, on est un petit pays, donc on ne peut pas dépenser des milliards et des milliards. Il ne faut pas rigoler, quoi. C'est aussi simple que ça. Je crois que la première chose à faire aujourd'hui, c'est à créer vraiment une Europe économique. Et là, si on ajoute tous les fonds de pension, les assurances, etc., on en a plus qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une volonté européenne, il n'y aura pas de souveraineté européenne. Je crois que et c'est une question d'argent, et c'est une question de volonté politique ou pas. Si chaque pays devenait un État d'une fédération européenne, l'Europe pourrait redevenir un rouleau compresseur extraordinaire. Parce que ce que je vois, moi, des gens qui viennent dans la Silicon Valley, parce que mon expérience des gens d'Europe sont les gens qui viennent en découverte de la Silicon Valley, on pose plein de questions vachement bien, quoi. Et c'est mieux que les MBA standards américains. Ils sont pointus, mais il n'y a pas d'effet de nombre. C'est ça
C'est ça qui manque le plus. Moi, ce que je voudrais voir, c'est l'école normale supérieure, l'Institut Max Planck, London School of Economics, que ce soit une seule école, je donne ça comme exemple, où un étudiant passe 6 mois dans chaque. Et d'un seul coup, je ne sais pas, on est aussi bien qu'Harvard. Il y a quelqu'un d'Harvard là, donc je ne sais plus où il est. Oui, tu es là, oui. Tu es d'accord avec ça? Et en fait, on a un niveau de multidisciplinarité qui serait supérieur. Je ne sais pas ce que les gens attendent, pourquoi ils ne le font pas, quoi. Bonne question. Serge, est-ce que tu as aussi un avis sur cette question de souveraineté? CNRS a quitté le top 10, là, je crois, sur les publis récemment, c'est dans Nature, je crois. Du coup, comment on fait pour recouvrir cette forme de souveraineté intellectuelle à minima, quoi? Est-ce que tu as un... Alors, déjà, je pense que le point important, c'est de se réveiller, réaliser que effectivement il y a quelque chose qui se passe et on peut des fois on peut rattraper notre retard. Ouais. Par exemple, on pensait que sur les LLM, on pensait que c'était perdu parce que Google était bien devant. On voit Mistral, on voit une volonté de l'État d'apporter du support à Mistral en incitant toutes les administrations à utiliser Mistral. On voit aussi et c'est dommage que nous n'ayons pas trouvé ce modèle chinois qui lui nécessite beaucoup moins de temps d'entraînement. C'était typiquement quelque chose qu'on aurait dû trouver nous, puisque c'est faibles ressources. Mais en tout cas, DeepSeek, la leçon... DeepSeek, et même Bagel, Ouais. le nouveau produit Bagel, c'est extraordinaire. Ouais. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que quand même on vit pas dans un monde où le ticket d'entrée pour cette recherche est faramineux. Il est à notre portée. Lorsqu'on arrive à se concentrer, par exemple Saclay, c'est fort. Même mondialement, c'est extrêmement fort. En mathématiques, c'est extrêmement fort. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis. Au niveau des supercalculateurs, on a France, Allemagne qui ont d'énormes forces de calcul. Et pourquoi ne pas les rapprocher? Eh bien, justement, les mettre ensemble, ça serait phénoménal. Hein. Et ça, c'est de la politique européenne au niveau du calcul qui doit émerger sur les chips. C'est pareil. Ouais. En fait, je pense... On a la machine à chips qui est en Pays-Bas en plus. Ouais, Voilà. SML, ouais. Ouais, c'est ça. Mais même la base de 5G, c'est quand même aussi européen. Ouais. Mais on n'a pas été foutu de réunir tout ça, quoi. C'est ça, c'est dingue. Hein. Donc, il faut, en résumé, il faut se réveiller, travailler. Je vais laisser des questions dans le public. Déjà, ok, Béatrice. J'espère qu'on ne vous a pas trop déprimé quand même. Hein. Non, moi j'avais une petite question sur l'intelligence collective. Ouais. En fait, pendant le Covid, pendant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la bataille des chiffres, Ouais. et notamment l'autorité de santé qui bataillait pour obtenir des chiffres fiables. Et en fait, des collectifs de statisticiens sortaient les chiffres plus rapidement et tous les jours sur l'avancée. Et donc, fort de ce modèle-là, qu'est-ce que ça vous inspire comme justement voie de résolution d'un certain nombre de sujets sur lesquels on est en retard par ailleurs par rapport à des investissements ou par rapport à... En fait, pour les choses sur le Covid, on n'était pas en retard en réalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait des quantités de micro-organisations. Il y a eu une agrégation en fait assez spontanée de micro-communautés qui ont fait le boulot. Et ça va dans le sens de ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand on a plein de communautés qui s'agrègent, la réalité, c'est qu'on est fort. Ouais. Et donc, Trump pouvait dire que c'était comme la grippe ou comme je ne sais pas quoi. La réalité, c'était que on voyait les chiffres et qu'on a fait 1 million de morts aux États-Unis. Ouais. Mais on ne l'aurait jamais su par les gouvernements. Ouais. C'est ça que tu veux? Oui, c'est par rapport au sujet de financement. En fait, c'est parce que, en fait, les communautés se sont organisées. Quelque part, le Covid a été une chose très utile, en fait. Non, mais c'est assez fou de dire ça, mais ça a été... les gens ont travaillé différemment et ils n'ont pas travaillé moins. Ils ont travaillé chez eux et donc ils étaient plus obsédés par leur boulot. Donc il n'y a pas eu de chute véritable de productivité. Il y a eu de chute de chiffre d'affaires dans les business
effectivement je Physique. dirais physique, mais pas pour le reste. Et pas pour les chercheurs, en tout cas. Est-ce que J'ai répondu à ta question? une autre main levée quelque part, je ne sais plus. Il y a Marine qui arrive. Bonsoir. Merci déjà pour ce temps et merci de tes questions, Arnaud, toujours très éclairé. Moi, j'aurais une question, pas sur du présent ou du passé, plus sur de l'avenir, en reprenant le titre de votre intervention qui est Survivre dans un monde de l'inattendu. On a parlé pas mal de crises et de changements par rapport aux crises. Qu'est-ce que vous voyez comme changement par rapport à la crise qu'on traverse actuellement, qui est la crise climatique et qui aura des impacts économiques? Et est-ce que vous pensez que le modèle d'innovation tel qu'il peut être en France ou en Europe pourrait être un modèle plus durable que celui qui est nord-américain ou chinois? Plus durable que la Chine, je ne sais pas, parce que la Chine, ils ont créé quand même toutes les bases d'électricité et de refroidissement. L'Europe, beaucoup moins, les États-Unis, encore moins. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à rattraper de ce point de vue-là. La réalité, c'est que moi, je suis toujours assez optimiste. Quand les choses foirent beaucoup, les gens cherchent des solutions. Et en général, ils y arrivent beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Serge, tu as une opinion là-dessus, sur cette crise Oui, moi je pense que la chose la plus difficile à faire évoluer, c'est les consciences. Et donc, pour moi, c'est surtout, et on peut le voir aussi sur l'intelligence artificielle, l'utilisation des ressources numériques, le plus compliqué, c'est que dans la formation de nos jeunes, dans les discussions qu'ils peuvent avoir entre eux, d'arriver à poser ces problèmes-là comme des problèmes essentiels et qu'eux-mêmes, ils trouvent un intérêt, une esthétique à avoir leurs objectifs qui rejoignent ces objectifs qu'on peut rechercher. Et donc pour moi, c'est le point le plus important pour traverser tout ça, c'est vraiment la formation, et ça a été l'éducation. Et je pense que c'est quelque chose qu'on réalise aussi en finançant des gros projets. Là, on a parlé des projets recherche en intelligence artificielle, mais il y a en même temps des projets formation extrêmement importants où on essaye d'utiliser l'IA pour développer l'esprit critique des gens. On utilise aussi l'IA pour leur permettre d'apprendre plus, de développer leur culture générale. Pour moi, ça, c'est vraiment le point important, parce que sinon, je ne vois pas bien comment, même avec de la techno, hein, vous connaissez ce paradoxe de Jevron qui fait que lorsqu'on arrive à réduire l'impact énergétique, en général, on ne réduit pas la consommation énergétique, parce que simplement, les usages vont continuer à avancer. Et donc, on est plutôt sur des projets de société plus que sur des projets technologiques, à mon avis. Moi, je crois quand même que ce que je vois quand je suis en France, les gens jeunes en France sont assez conscients. Oui. Je pense que c'est plutôt les gens plus vieux, plus âgés, qui sont beaucoup plus négligents, oui, parce qu'ils sont habitués à ne pas changer l'habitude. Ouais. Alors que les gens plus jeunes, ils créent leurs habitudes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en voyageant, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui sont bien plus en retard que nous sur les déchets, sur donc je vais pas les États-Unis. Oui, bon, je voulais pas. Mais donc effectivement, on voit qu'il y a certains efforts qui apportent beaucoup. Ok, très très clair. On va devoir clôturer cette dernière conférence donc du cycle de conférences Focus Sérendipité. Je vous remercie infiniment, Marilène. Serge, merci beaucoup pour vos éclairages. Et merci à l'IoT. Félicitations en tout cas à toute cette organisation. Je suis impressionné. Et merci à toi, Arnaud. Non, avec grand plaisir. Merci à IoT Valley, merci pour ces événements, merci de faire en sorte que ça se passe.